Tous les ingrédients sont-ils réunis pour une baisse inévitable des prix du marché de l'immobilier en 2013? C'était le titre du journal Les Échos du 8 janvier dernier qui mettait en avant le niveau toujours élevé des prix malgré des transactions en chute libre. Aussi pour tenter d'y voir plus clair, alors que plusieurs études montreraient le caractère surévalué de l'immobilier dans notre pays, mais que les taux d'intérêt atteignent un plancher historique, j'ai invité Bernard Cadot, le président du réseau Orpi, qui a lancé une opération vérité sur les prix pour tenter de débloquer le marché. Bonjour Bernard Cadot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, très rapidement, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, un petit mot sur l'année 2012 qu'on a pu connaître. Finalement, le marché a tenu, on est resté sur des étiages raisonnables, voire même au plus haut, à Paris, mais c'est un cas particulier. Votre appréciation sur cette année qui s'est achevée? Je crois que 2012 est caractérisé par deux points principaux. Tout d'abord, il y a eu une baisse quand même sensible du volume des ventes. Pas au niveau des prix, mais le volume des ventes a beaucoup chuté. Certes, après une année 2011 qui était une année très florissante pour le marché immobilier et pour les ventes, mais quand même grosse correction, de l'ordre de 20% quand même sur l'ensemble du marché français, ce qui est important. 16% pour les Orpi, mais c'est quand même très significatif. Et puis deuxième point marquant, c'est que malgré des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, ils n'ont jamais été aussi bas, eh bien ce marché s'est bloqué progressivement et on est en ce début 2013 dans une situation de quasi-blocage du marché. Alors on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions l'analyse d'Alexandre Mirly-Courtois, le directeur des études ici chez Xerfi, qui effectivement revient sur ce blocage qu'on a constaté et cette chute des transactions alors que les prix se maintiennent. Je vous propose que nous l'écoutions. La baisse des prix tant espérée par les acheteurs n'a pas eu lieu en 2012. C'est bien ce que montre l'évolution des prix dans l'ancien, relevée par les notaires. Des prix qui résistent à peine plus de 1 point seulement de leur sommet du troisième trimestre 2011. Et aucun retournement brutal n'est intervenu en fin d'année. En revanche, les volumes se sont effondrés. Selon les données du Conseil général de l'environnement et du développement durable, les ventes dans l'ancien ont plongé. À fin octobre, le recul sur un an atteignait plus de 11% et même 13,5% par rapport à leur pic. Et la conclusion s'impose. L'équilibre du marché de l'immobilier est d'un type particulier. Quand il se grippe, ce sont les volumes qui s'ajustent, rarement les prix. C'est le signe que l'offre domine encore. C'est l'héritage d'un effort en construction trop faible. Et la question est de savoir si les tendances de 2012 vont perdurer en 2013. Bref, les vendeurs vont-ils se mettre au diapason des acheteurs, lâcher sur les prix d'un bien qu'ils ont eu du mal à obtenir et qui constitue l'essentiel de leur patrimoine et leur assurance retraite? Alors Bernard Cadot, moins 13, moins 16% vous chez Orpi, moins 20 en fin d'année, ce qui montre une accélération bien évidemment de cette chute du volume de transactions. Comment expliquer que les prix soient restés si élevés? Est-ce que c'est le traditionnel rapport à la pierre des Français qui, dans un marché qui reste exonéré, du moins pour les résidences principales, de plus-value, de taxation sur les plus-values. Les Français ne veulent pas lâcher, veulent toujours vendre cher parce que, en quelque sorte, c'est la transaction de leur vie. Il y a effectivement cela. Il y a aussi le fait, et ça a été abordé dans le reportage que l'on vient de voir, le fait qu'on n'a pas suffisamment construit de logements depuis des années en France et que le marché de l'immobilier et du logement en particulier vit sur un déséquilibre profond entre l'offre et la demande. Tous les professionnels s'accordent à dire qu'il manque 1 million de logements, parfois même plus, certains disent 1 200 000 logements. Ce déficit n'est pas résorbé, donc on est dans une logique de marché qui est déséquilibrée entre une demande toujours aussi forte, toujours plus forte, notamment alimentée par les nouveaux modes de vie. Par exemple, ce qu'on appelle la décohabitation, lorsque des familles se séparent, lorsqu'il y a un divorce, ou les familles recomposées, ou des familles recomposées, ça génère des besoins supplémentaires. Puis il y a toute cette frange de clientèle qui aspire à changer de logement, tout simplement pour être mieux logée. Bref, il y a une demande importante face à une offre qui, globalement, n'est pas suffisante. Donc on a cette pression continue sur le marché. Alors là, est-ce qu'on est quand même sur des phénomènes particulièrement inquiétants parce qu'on dépasse ou on flirte avec des délais de vente
de 100 jours aujourd'hui en moyenne nationale, ce qu'on n'avait jamais vu. Oui, l'analyse de nos chiffres chez Orpi, c'est ça, on a dépassé les 100 jours. Ouais. Pourquoi les a-t-on dépassés? C'est que dans le même temps que perdure ce déséquilibre entre l'offre et la demande, on a le phénomène de perte de pouvoir d'achat des acquéreurs qui, malgré des taux d'intérêt très bas, je le disais en début d'entretien, ont deux autres facteurs qui jouent contre eux en termes de pouvoir d'achat. En l'occurrence, la durée moyenne des crédits immobiliers a diminué. On est passé sous la barre des 20 années, alors qu'on était largement au-dessus auparavant. Et d'autre part, les nouvelles conditions économiques et financières européennes imposent aux banques de revoir leurs conditions d'octroi des prêts immobiliers. Ça veut dire concrètement de l'apport personnel là où avant on pouvait globalement avoir des prêts à 100%. Et cet apport personnel oscille entre 10 et 20% de l'opération. Donc lorsque vous regardez un ménage, je dirais, lambda, monsieur et madame, qui gagnent moins de 4 000 € par mois, puisque certains courtiers en crédit disent qu'ils font plus de la moitié de leur crédit sur des familles qui gagnent moins de 4 000 € par mois, qu'il faut en même temps se loger en payant un loyer, la capacité d'épargne se trouve réduite, le temps de constituer cet apport personnel, on a un manque à gagner, on a donc une baisse intrinsèque du pouvoir d'achat de l'immobilier, et ces deux phénomènes se conjuguent pour que, malgré les taux d'intérêt bas, on ait du mal à acheter. Voilà la situation aujourd'hui du marché. Alors effectivement, sur le neuf, on est quasiment à 3%. Ça, c'est quasiment du jamais vu. On est effectivement très très loin des pics de 2008. Alors, un des arguments aussi qui fait que les gens ont du mal à boucler leur dossier, c'est la suppression du PTZ+, estiment certains. Alors, votre opération chez Orpi, ça a été pas mal médiatisé. Vous avez voulu faire, je le disais tout à l'heure en lançant l'émission, une opération vérité en quelque sorte sur les prix. Vous estimez qu'il est possible aujourd'hui de réviser les prix à la baisse de 5 à 15%. C'est ce que vous demandez à votre réseau. Oui, en fait, ça s'est passé en deux temps. Courant septembre 2012, on a donné des chiffres à la presse. C'était notre analyse, notre baromètre Orpi, où on s'apercevait déjà qu'il y avait un décalage important entre ce qu'on appelle le prix rêvé par les Français, par les vendeurs, le prix du marché et puis le prix réellement acté chez le notaire. Et fin 2012, je me suis aperçu, en analysant les chiffres de l'année 2012 complète, que cet écart allait grandissant. Donc on a pris cette décision de communiquer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si l'écart est de plus en plus important entre le prix rêvé et le prix réel de marché, la seule variable d'ajustement, puisqu'on a dit auparavant que le pouvoir d'achat était bloqué, la seule variable d'ajustement, ce sont les prix. Donc ce que nous disons aux vendeurs, c'est après analyse, d'abord, on le sait tous, il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Donc, au cas par cas, selon les secteurs, selon les biens concernés, on aura différents cas de figure. Et il y a des biens qui sont à leur prix aujourd'hui et d'autres dont le prix doit être révisé. On leur dit deux choses à ces vendeurs. On leur dit la seule façon de retrouver de la fluidité dans le marché. Je rappelle au passage que les vendeurs sont acheteurs dans 80% des cas, c'est-à-dire qu'ils vendent pour racheter. Donc, la seule façon de retrouver de la fluidité, c'est de corriger les prix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous leur disons qu'en corrigeant les prix, ils ne perdent pas d'argent, contrairement à cette idée reçue. Le vendeur dit « si je dois baisser mon prix, je perds de l'argent ». Nous répondons que non, parce que courbes à l'appui, on est capable de démontrer que sur les 10 ou 15 dernières années, le niveau d'indice des prix de l'immobilier, et donc la valeur de l'immobilier, n'a pas baissé, mais qu'au contraire, elle a été plutôt sur une pente ascendante. Et puis ça me donne l'occasion de revenir sur un point qui pour moi est important et chez Orpi on y tient beaucoup. L'immobilier, ce n'est pas une opération financière, c'est d'abord une opération patrimoniale. Quand on est dans un projet immobilier, quand on vend 3 ou 4 fois dans une ville sa résidence principale, on ne fait pas un coup à la bourse. On est dans une logique de patrimoine. Donc il faut qu'on revienne sur ces notions-là pour mieux comprendre et se dire que finalement, il ne manque pas grand-chose pour fluidifier le marché. C'est ce que je disais, les gens qui sont totalement figés parce que c'est une opération patrimoniale extrêmement importante. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être entendu par la clientèle qui est en train peut-être de changer de prisme par rapport donc à leur prix de vente ? Les premiers retours sont très positifs. Il y a eu un écho important, vous l'avez souligné. On est d'accord. Nos agents immobiliers sont mobilisés, ils vont à la rencontre de leurs clients pendant tout ce premier trimestre 2013 et un par un, ils vont leur expliquer les conditions de marché. On a un outil chez Orpi qui s'appelle l'étude comparative de marché. Ce terme-là veut bien dire ce que ça veut dire, c'est
comparer des éléments objectifs de marché pour expliquer pourquoi on estime qu'il faut, par exemple, ramener le prix de 5% parce que ça sera à ce moment-là qu'il deviendra vendable. Alors, on estime quand même certaines voix, je pense au baromètre de meilleuragent.com et d'Empruntis, qu'il y a aujourd'hui finalement un retour de bâton qui peut se dessiner et que le pouvoir d'achat des Français pourrait s'améliorer avec donc des augmentations de mètres carrés solvables, en quelque sorte, pour ces Français. Alors, ils vont jusqu'à 4 à 15 mètres carrés selon les villes. Ça paraît assez étonnant. Ben oui, moi je suis très étonné. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre le mode de calcul. Ouais. Ce que nous on constate dans les 1250 points de vente du réseau Orpis, et le contraire, c'est plutôt une difficulté de pouvoir d'achat. On est le plus souvent en but à des transactions qui ne se font pas pour quelques milliers d'euros seulement, mais ces quelques milliers d'euros, nos clients acquéreurs ne peuvent pas les mettre en plus dans la transaction. Il faut donc que chacun fasse un petit effort et puis qu'on y arrive, parce que la volonté d'achat, elle est là, elle existe. Est-ce que vous pensez que l'immobilier aujourd'hui est véritablement surévalué dans notre pays? Il y a le cas de Paris, mais il y a tout le reste, on est d'accord. Alors, enquête de S&P, nous serions surévalués de 10 à 15%, idem pour le FMI. Et alors, le pompon pour The Economist, nous serions le pays le plus surévalué au monde, que ce soit pour les loyers par rapport au pouvoir d'achat ou par rapport donc à l'acquisition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces études qui donc laissent entendre en quelque sorte qu'il y aura ou il devrait y avoir une correction importante? Je le disais, la seule variable d'ajustement, ce sont les prix. Et nous, agents immobiliers, nous sommes tributaires de la mise en vente et du prix de mise en vente. Donc il faut effectivement qu'il y ait une forme de correction pour qu'on retrouve cette fluidité. De là à avancer des chiffres et de dire que c'est l'ensemble du marché immobilier qui est surévalué, c'est pas ce que nous disons, puisqu'on dit au contraire qu'il faut voir au cas par cas. Maintenant, clairement, il faut, vous savez, c'est le principe de tous les marchés, il faut que l'offre et la demande se rencontrent sur un produit et sur un prix. Et tant qu'un acquéreur ne peut pas payer un certain prix pour un logement, eh bien on ne peut pas dire que ce logement vaille ce prix-là. Donc il faut vraiment être très pragmatique, regarder opération par opération, client par client, bien par bien. Vous évoquez le cas de Paris, c'est vrai que Paris est un cas très particulier, qui est un peu hors norme, je dirais. Mais si on regarde l'ensemble du marché français, je ne peux pas dire que l'immobilier soit tant surévalué que ça sur l'ensemble du marché. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on l'est par rapport à nos voisins. Ce que je vous propose, c'est que nous retrouvions donc Alexandre Mirly-Courtois, qui a travaillé sur les comparaisons donc, avec nos voisins, se posant la question si c'était aujourd'hui un fardeau, finalement, un handicap pour l'activité économique d'avoir un niveau d'immobilier si élevé, effectivement assez unique aujourd'hui en Europe. On va le regarder. Une question se pose. L'immobilier cher est-il un atout ou un boulet pour l'économie française? Car des prix de l'immobilier surévalués renchérissent aussi les loyers et les autres dépenses afférentes au logement. La comparaison avec nos voisins est sans équivoque. Selon Eurostat, le coût moyen des dépenses liées au logement en France est de 27% supérieur à la moyenne européenne. Alors c'est vrai, les prix reflètent les niveaux de vie. Mais, et c'est là que le bas blesse, le coût moyen est en France bien plus élevé que celui des voisins à niveau de vie comparable. La France distance l'Allemagne de 17 points, l'Italie de 23 et l'Espagne de 24. Pour les ménages, c'est autant de pouvoir d'achat en moins pour d'autres dépenses. Mais ce n'est pas la seule conséquence. En Allemagne, le faible coût de l'immobilier, résidentiel et commercial, est un élément clé de la compétitivité du pays. 1. La modération salariale est en effet plus facile à mettre en œuvre quand l'évolution maîtrisée du coût du logement n'entame pas trop le budget des salariés. 2. Plus directement, le prix des structures commerciales réduit les coûts fixes des entreprises. Or, le déflateur de l'investissement dans la construction est de 51% en France contre 23% en Allemagne, entre 2000 et aujourd'hui. Du simple au double. On l'aura compris, les prix élevés de l'immobilier pèsent sur notre croissance sans résoudre le problème du logement. Et la France est face à un choix politique cornélien. Alors, la France face à un choix politique cornélien, Alexandre Mirly-Courtois pose la question, bien évidemment, sous-jacente par rapport à ce constat. Alors, vous avez entendu que Mme Duflot, et c'est assez unique, l'a dit, là aussi, elle a joué carte sur table en quelque sorte, elle ne s'en cache pas, elle veut faire baisser les prix.
Ce qui, politiquement, quelque part, il y a quelques années, personne n'aurait eu ça en tête parce que, effectivement, c'est un actif important pour les Français. On l'a encore vu dans des chiffres publiés récemment. L'impact patrimonial est très, très important. Donc, il faut se méfier avec ce genre d'assertion. Il n'empêche, elle veut faire baisser les prix. Vous pensez qu'elle a raison d'un point de vue de politique économique ? D'abord, je voudrais rappeler que depuis de nombreuses années, le budget logement est la plus grosse part du budget des ménages. Oui, tout à fait. Depuis très très longtemps. Oui. On doit avoisiner les 30% des revenus. Donc qui ne veut pas que les prix reviennent à des niveaux raisonnables, bien sûr. Même un agent immobilier. Bien sûr, globalement. C'est le sens d'ailleurs de l'initiative que Orpi a prise en disant revisitons les prix. Bien évidemment, parce que ça crée aussi sur le terrain des tensions quand il y a des difficultés à payer. Et puis ça crée aussi quelque chose de beaucoup plus pervers et sournois, je dirais, une espèce de divorce dans les têtes entre une catégorie qui serait une bonne catégorie, les locataires, et puis une autre qui serait une mauvaise catégorie, les propriétaires, avec les méchants et les bons, etc. C'est assez manichéen, c'est pas de ça dont on a besoin. Il y a effectivement un problème. Mais il y a des actions sur lesquelles, des choses sur lesquelles on peut agir à court terme et d'autres à très long terme. La seule et unique façon de faire baisser durablement les prix à long terme, c'est de rééquilibrer cette offre et cette demande. Donc c'est d'avoir une politique volontariste, structurée, de longue haleine sur la construction massive de logements. Alors est-ce que le gouvernement en prend le chemin? Les engagements de François Hollande, 500 000 logements par an, selon les professionnels, on y sera très loin. Certains estiment que le mécanisme du flot sur l'incitation à l'investissement locatif risque d'être décevant par rapport au dispositif Sellier. Bref, est-ce qu'on n'est pas face à un discours qui n'est pas en phase avec la réalité économique? Il y a les bonnes déclarations et les bonnes volontés et les bonnes intentions. Donc ça, c'est le côté sur le moyen long terme, voire le long terme. Il y a du court terme aussi parce qu'il y a de la ressource de logement tout simplement dans un parc existant mais qui a besoin d'être rénové, notamment avec les normes thermiques. Il y a différents leviers sur lesquels jouer. Et c'était évoqué dans le reportage, ce coût induit du logement, il est réel, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que lorsqu'on est dans une filière et dans un cercle vertueux en termes de logement, on crée de l'emploi, on génère de l'activité, on va créer de la ressource, il va y avoir des taxes qui seront payées. Lorsque un client achète un appartement à rénover, il va faire travailler des artisans qui sont eux-mêmes des petites entreprises qui embauchent, etc. Donc c'est pas si mauvais que cela. Durablement, si on ne rééquilibre pas l'offre et la demande, si on ne construit pas massivement, on n'y arrivera pas. Alors, votre question, c'était est-ce qu'on voit clair, finalement, et est-ce que c'est lisible? Pour l'instant, force est de constater que les annonces ont été quand même un petit peu disparates, que, notamment sur l'aspect fiscal, on a eu une série de nouveautés là, qui étaient votées de nuit par le Parlement, et on se levait le matin, on avait une chose nouvelle, un peu plus sur les plus-values, un peu sur la taxe des logements vacants, bref. Ça mérite quand même de la clarté, je crois, ça mérite de la prise de distance et ça mérite surtout de la stabilité. Je mets au défi quiconque, y compris les professionnels les plus aguerris et notamment ceux du réseau Orpi, d'avoir une vision complète et totale de tous les dispositifs qui se sont empilés les uns sur les autres. Donc, alors, il faut vraiment simplifier les choses pour que les gens puissent comprendre, et s'ils comprennent, ils vont s'accaparer ces principes-là, ils vont adhérer, et en adhérant, on va pouvoir faire avancer tout cela. Alors, ça veut dire qu'Arnaud Montebourg se trompe quand il dit que l'immobilier est un secteur abrité, une rente, et qu'il convient donc de le taxer à juste hauteur. Il ne faut pas que l'immobilier soit la vache à lait fiscale, commode, où on a besoin de quelques milliards, et demain, on va aller chercher une taxe ici ou là pour trouver ces milliards. La politique de l'immobilier et du logement, elle mérite plus que ça et mieux que ça, je dirais. Il faut qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'elle soit structurée, il faut surtout qu'elle s'inscrive dans le temps et qu'elle soit lisible. Il faut que monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent à l'immobilier puissent se dire « ça c'est fait pour moi ». Parce que quand il y a trop d'effets d'annonce, quand on ne comprend pas trop ce qu'il en est, bien finalement on se dit « c'est pas pour moi ». Alors, on va conclure sur un dernier chapitre, Bernard Cadot, qui est... Et on vous connaît parce que vous n'êtes pas langue de bois dans la profession. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers une profession
presque sinistré en quelque sorte. À terme, si jamais la situation restait mauvaise, on pourrait perdre 10 000 emplois salariés aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, des agences immobilières. 3 000 d'entre elles, soit près de 10%, pourraient fermer à très court terme ou ont déjà baissé leurs rideaux. Et puis, il y a la concurrence aujourd'hui des mandataires sur Internet. Ça fait beaucoup quand même, non? Ça fait beaucoup. Alors, nous, chez Orpi, on est à l'abri de ça parce qu'on a un solde positif d'agence à fin 2012, mais néanmoins, on est préoccupé bien évidemment par tout cela, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons pris cette initiative Revisitons les prix. Si le marché reste comme il est, indéniablement, il y aura des dégâts, il y aura des difficultés chez les professionnels de l'immobilier, avec malheureusement sans doute à la clé des pertes d'emplois. Et puis il y a le deuxième volet que vous évoquez et qui est sans doute bien plus préoccupant, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché des personnes qui se disent agents immobiliers ou qui en tout cas... ils font baisser le prix des commissions. Vous avez vu le rapport de l'OCDE, nous aurions les commissions les plus élevées au monde avec la Belgique. Alors ces gens-là ne font pas baisser du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ne font pas baisser les prix. On a aujourd'hui sur le terrain des gens qui, aux yeux des clients, apparaissent comme des agents immobiliers, mais ne sont pas des agents immobiliers, donc n'obéissent pas aux mêmes règles et n'ont pas les mêmes contraintes qu'eux. Donc il y a une dichotomie importante. Quant au prix, le prix du marché, et ça c'est la leçon de l'expérience, lorsqu'un bien vaut 100 000 € sur le marché, quelle que soit la façon dont il est vendu, qu'il soit vendu par une agence immobilière, par un mandataire ou directement de particulier à particulier, ce bien, il vaut 100 000 €. Donc, c'est une mauvaise idée de croire que parce qu'un mandataire va faire du dumping sur des honoraires, mais qu'est-ce qu'il y a en face de ces honoraires, on ne le sait pas, ça va faire baisser les prix. Et les commissions trop élevées des agences en France? Ben vous savez, si nous on dit il faut essayer de débloquer le marché en baissant de 5 à 15%, il y a un effet mécanique. C'est que nos commissions sont en pourcentage du prix de vente, donc de facto les commissions baisseront, mais ce n'est pas la commission qui est la source du problème de l'immobilier et du logement en France. Alors on va conclure. Je sais que vous n'aimez pas faire des prévisions, parce que il est toujours dangereux de se pencher dans le marc du café sur un sujet bien évidemment aussi sensible. Il n'empêche, vous pensez qu'on va rester sur cet étiage, allez, 0 à 3% de baisse tout à fait contrôlée, ou attention, ça pourrait déraper parce qu'encore une fois, on y revient, tous les signaux sont au rouge? Alors, moi je suis à la fois plus prudent et plus ambitieux que tout ça. C'est que prudent parce que s'il ne se passe rien et si le marché reste en l'état comme il est là, effectivement on va rester sur un étiage, il y aura peu de corrections. Le sens de notre initiative Orpi Revisitons les prix, c'est tout le contraire, c'est de dire prenons les choses en main. Moi je considère qu'on est le réseau leader sur le marché des agences immobilières. Je pensais que c'était à nous de prendre cette initiative majeure et d'aller voir nos clients et de faire école. Et je vous dis, les résultats qui nous remontent du terrain en finalement très peu de temps sont positifs à cet égard. Je suis convaincu qu'avec la bonne pédagogie, on va arriver à faire comprendre à nos clients que leur intérêt, pour vendre dans un délai raisonnable, ne pas dépasser ces 100 jours, c'est justement de revenir à une forme de pragmatisme sur les prix de mise en vente. Bon, donc, et éviter une politique du pire qui se traduirait dans une baisse massive des prix, donc en quelque sorte de l'immobilier. Merci Bernard Cadot d'avoir été en notre compagnie pour décrypter ce qui se passe actuellement sur le marché de l'immobilier, pas simple pour 2013. Merci. Merci.